Bonjour et bienvenue à cette communication où nous allons analyser, proposer une analyse, une lecture du concept de la croix dite Ankh chez les Ngwemienè, peuple bantou actuellement situé au Gabon. La présente analyse va s'inscrire dans le cadre de la méthode dite Kuma, qui est la lecture analytique des hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes, de la pensée analogique, qui se résume par le fait que deux choses qui portent le même nom sont la même chose et l'une peut remplacer l'autre. Car comme le dit Youssouf Tata Cissé, les Malinké et les Bambara ont dans l'enseignement initiatique recours à l'homophonie, l'homonymie, l'analogie, les jeux de mots en somme, pour montrer la connexion des choses ici-bas. Ensuite, on va rappeler la citation de Plotin, qui est un philosophe grec qui a eu l'avantage d'avoir grandi en Égypte à une époque où les hiéroglyphes étaient encore en usage, et qui décrit dans cette citation une lecture analytique des hiéroglyphes qui se fait par analogie, et il nous dit que ils emploient ordinairement de grandes images ou idoles, et chaque image représente une chose qu'on explique ensuite dans les temples. Chaque image considérée à part et prise dans son ensemble est un enseignement et une instruction, mais non une pensée isolée ni une proposition. Ensuite, cette image de ce symbolisme compact s'explique selon l'autre méthode, qui fait connaître en détail tout ce que l'image exprime et les motifs pour lesquels cela est ainsi, tellement que cette disposition des choses excite l'admiration. Maintenant, la graphie, la voici. Le signe S34 est un résumé en fait, parce que ici nous avons la graphie au complet, et elle est composée en fait de trois signes. Le signe S34 qui est la croix dite en C, le signe N35 qui est on va dire une vague, ça représente un filet d'eau, le signe AA1 qui représente un panion, un placenta. Donc le signe N35, le filet d'eau, a la valeur phonétique N, on dit une translittération, ça c'est la valeur phonétique. Le signe AA1 a la valeur K. C'est ce qui nous donne ensemble le son Ankh. Enfin, la translittération Ankh. C'est une convention. C'est pas c'est une convention. Ce sont des égyptologues qui se sont assis et puis ils ont dit on va mettre un A et puis on va dire que c'est Ankh. Donc rien ne nous dit, il faut pas prendre ça non plus au pied de la lettre. Au pied de la lettre, c'est pas parole d'évangile. L'écriture hiéroglyphique était une écriture consonantique. Et cette translittération concorde en mienais avec les racines que ou ng. Parce que le que et le ge, ce sont des couples de consonnes. On parle de couple de la sourde et de la sonore. Voilà. En gros, c'est la même lettre. Donc, que et nge, il n'y a pas de difficulté. Si on entend que ou nge, ne pensez pas que c'est des mots foncièrement différents. C'est les mêmes mots. On va le voir maintenant avec l'analyse, avec les principes de la méthode Kuma et de l'homonymie et de l'homophonie. C'est les mêmes mots qui reviennent, la même racine qui revient à chaque fois. On voit que pour le filet d'eau, en omienais, on peut le solutionner par aningo. On a la racine ng, ningo, ingo. On a aussi nanga, qui est de la mer, qui est salée. On voit le rapport avec l'eau. La mer aussi, les vagues, qu'on voit ici sur le signe N35. Ensuite, pour le signe AA1, qui a la valeur de panier ou placenta, là, il faut regarder le signe pour ce qu'il est, parce que personne ne peut dire là qu'il voit un panier ou un placenta. Ce qu'on voit là, ce sont des interstices qui se disent en mienais Ananga Nanga, ou on peut dire aussi Inanga Nanga, espace libre. Mais le terme interstice décrit bien ce signe-là AA1. Et on retrouve notre racine anga, ankh, nge, c'est ça, ananga, nanga. Ce sont des interstices.
Et ensuite, on va dire, pour résumer le concept de vie, on va dire, je retiens Anango, les nations barbares, c'est les étrangers. Et pourquoi je fais cela? Parce que la vie, le principe de vie, c'est le principe d'altérité, le principe d'étranger. Nous sommes dépendants les uns des autres ici. C'est le concept de la vie, c'est l'autre. Puisque nous vivons le fait d'être à la lumière, comme je l'ai dit et répété dans mes vidéos précédentes, la lumière sépare. C'est ici qu'on a l'illusion de la séparation, dans le monde de la lumière. Mais nous sommes dépendants de la vie, c'est l'altérité, c'est l'étranger. Voilà pourquoi je solutionne la croix en C à proprement dite par Anongo, parce que le principe d'altérité, c'est le principe de la vie. L'étranger égale vie, altérité égale vie. D'ailleurs, si on se place au niveau des principes premiers, le principe premier étant le principe masculin, l'autre, ben, c'est le féminin. Sinon, on se place au niveau des principes premiers. Quand il y a eu la séparation, le masculin étant le premier, l'alter ego a été le principe féminin. Donc, dont on peut dire qu'elle porte justement le principe d'étranger, le principe d'altérité. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Étranger égale altérité. Et c'est le principe de la vie, égale vie. C'est le principe du vivant qu'on expérimente ici-bas. On va rentrer maintenant dans la partie la plus... On va entamer la partie la plus compliquée, où il va falloir être un peu concentré. Donc, si je résume, je déploie la graphie comme ceci. Donc, la vie est égale à l'eau plus la durée, que représente le signe A à 1. Alors, d'abord, on va commencer par l'eau, et ensuite, on va expliquer pourquoi le signe A à 1 renvoie à la notion de durée. Parce que un interstice, c'est un intervalle. Un intervalle, c'est l'équivalent d'une durée. Je le dis comme ça sommairement, je vais le développer en suivant. Mais d'abord, je vais passer par l'eau. Pourquoi l'eau? Et on va se servir de la déposition d'Ogotémélie, le sage Dogon, dont les propos ont été recueillis par Marcel Griaule dans le livre Le Dieu d'eau. Ogotémélie nous dit ceci: la force vitale de la terre est dans l'eau. Dieu a pétri la terre avec de l'eau, de même, il fait le sang avec de l'eau. Même dans la pierre, il y a cette force, car l'humidité est dans tout. Ogotémélie nous dit que l'eau est partout. Mais si le nomo c'est le génie, c'est un couple d'ailleurs même, c'est un couple. Mais si le nomo est dans l'eau, il produit aussi du cuivre dans le ciel couvert. On voit se matérialiser les rayons du soleil sur l'horizon de brume. Ces rayons, excréments des génies, sont de cuivre et sont lumière. Ils sont aussi d'eau, car ils supportent l'humidité terrestre dans son cheminement ascendant. Le couple excrète de la lumière parce qu'il est aussi lumière. En somme, Ogotémélie, et c'est ce que je voulais qu'on retienne, c'est que Ogotémélie nous dit que l'eau est partout, même dans la lumière. L'eau est partout. Et si on regarde, je vais revenir ici, la vie, si on regarde une femme enceinte, je n'ai pas appuyé ma définition là, mais la vie, on voit bien que la vie est la somme de l'eau et d'une durée. Les 9 mois que l'enfant passe dans l'eau. C'est comme ça qu'on fabrique la vie.
C'est une observation simple. Vie égale eau plus durée. Maintenant, il faut comprendre pourquoi interstice égale durée. Et c'est ce que je vais maintenant essayer de faire. Et je vais vous demander d'être un peu concentré. Je pense que c'est la partie la plus compliquée. Mais pas tant que ça en fait. Alors, posons en 1 que le désir est l'essence de la vie. La vie est mue par le désir. C'est le départ, c'est le point de départ, c'est l'étincelle du départ, le désir. Maintenant, ce désir, il enveloppe les passions. Ça, c'est le point 2. Le désir enveloppe les passions. C'est-à-dire, mon désir est satisfait, je suis content. Mon désir n'est pas satisfait, je suis triste. Les passions sont ambivalentes. Parce que souvent, quand on parle de la passion, que ce soit du Christ ou même d'Osiris pour ce qui m'intéresse, on a toujours en arrière-plan une connotation négative. Mais le désir, il est de deux natures. Il peut être positif ou négatif. Enfin, pas le désir, mais les passions qu'il engendre. Et c'est l'ambivalence du sceptre Ouas. Parce que le sceptre Ouas, il veut en même temps dire prospère, mais il veut aussi dire ruiné, c'est contradictoire. Mais ça, c'est à cause des passions. Mais c'est d'ailleurs, il représente la passion, ce sceptre. C'est-à-dire que mon désir est satisfait. Mais je suis prospère, je suis heureux, passion joyeuse. Mon désir n'est pas satisfait, je suis triste, je suis ruiné, passion malheureuse. Mais maintenant, ça c'est donc un désir, essence de la vie. Le désir génère les passions, mais la passion n'est pas de même nature que le désir, parce que la passion, elle, c'est l'émotion, ce sont les émotions, on va dire. Et les émotions, elles s'inscrivent dans un intervalle, dans une durée. Parce que la passion est une transition vécue d'un état initial à un état suivant. Donc, il y a l'état, l'amorce, c'est j'ai l'étincelle qui est générée par le désir. Et ce désir va envelopper une transition d'un état initial à un état suivant. C'est-à-dire que ça, c'est limité dans le temps, la passion. Peut-être, je pense que bon, chacun de nous, on a eu à vivre, par exemple, des déceptions amoureuses, qui sont des passions tristes. Mais ça ne dure pas toute la vie, ça s'estompe dans le temps. D'ailleurs, même une très bonne illustration des passions tristes et joyeuses, ce sont les enfants. Les enfants passent d'une passion triste et joyeuse très facilement, ils switchent de l'un à l'autre. Donc, la passion s'inscrit dans un intervalle, dans une durée, dans une transition, dans un interstice. Et les passions que nous vivons dans notre vie, dans le cours d'une vie, elles sont enveloppées par la passion du désir de vivre qui est au-dessus, qui va les envelopper toutes les passions que nous allons vivre dans notre vie. Parce que le désir de vie, eh bien, il se manifeste par un état initial qui est la naissance jusqu'à une mort. C'est pour ça qu'on meurt nécessairement, parce que la source, c'est le désir. Et ce désir, il génère des passions. Mais la passion, elle est limitée. Donc, c'est le passage, c'est un passage et je dis passage, je pense même à la graphie de Russe, pour ceux qui connaissent. C'est le signe N31, qui a le sens de canal. Un désir vous inscrit dans un passage.
et il y a un début et une fin, dans une transition. Et la vie est une succession de transitions, puisque nous évoluons à chaque instant. On passe à chaque instant d'un état A à un état B. Mais fatalement, d'une naissance à une mort. On voit bien qu'il y a eu un changement d'état. C'est une transition. Et cette transition de la vie va envelopper une somme de transitions. On transitionne en fait à chaque instant, mais ce n'est pas perceptible à l'œil nu. La transition, vous ne la voyez pas sur une semaine. Vous ne changez pas d'une semaine à l'autre. Mais ça se constate au cours d'une vie. Donc la vie est l'addition d'une somme d'intervalles, d'interstices. Parce que nous transitionnons continuellement d'un état à un autre. Et ça se manifeste particulièrement avec les passions que l'on vit, passions tristes ou joyeuses. Ainsi, la vie est une succession d'intervalles qu'enveloppe le désir de vivre. Étant en mouvement constant, nous passons continuellement d'un état à un autre. J'espère que c'est compris. Il faudra peut-être... de toute façon, vous pouvez réécouter. Donc, je résume. L'étincelle de la vie, c'est le désir. Le désir, il enveloppe, il génère des passions qui l'enveloppent dans une durée, dans un intervalle, dans des interstices. Intervalle égale interstice égale durée, égale transition. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le lien entre interstice et vie. Ça, ce sont des interstices. Personne ne voit un placenta ou un panier là. Je me demande si je peux le formuler d'une autre façon pour que ce soit plus clair. Ben, éventuellement, vous pouvez poser des questions. On va maintenant passer aux homographes. Donc, un des homographes, ce sont des graphies qui partagent les mêmes signes, mais qui n'ont pas le même sens. Donc là, on revoit nos trois signes, là. Mais là, ici, s'ajoute un déterminatif qui ne se lit pas. C'est juste pour dire de quoi on parle. Donc, c'est un homme assis portant barbe. Ça a le sens de roi, divinité, notable, voilà. Et dans le cas d'espèce, on parle c'est Osiris, qui est dit le vivant. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que Ankh, donc la translittération Ankh, est une épithète d'Osiris. Donc Nge est une épithète d'Osiris. D'accord? Ça renvoie à un attribut, on va dire, de Dieu. Osiris, c'est Dieu. Donc, en omienne, on va dire Anka, seul. Seul. Parce que nos ancêtres ont bien compris que la vie procède d'une seule et même chose. Avec ça, on va venir nous dire que les Africains sont polythéistes, machin, ça c'est pas sérieux ça. C'est une blague. Il n'y a pas de polythéisme en Afrique. Donc on voit bien la racine Nka, Anka, qui ressemble d'ailleurs à Ankh, Anka, seul. Le monde est un, tout est uni, tout procède de la même chose, de la même essence. On va dire Mwanga, Dieu. Mais ce mot, je crois, il n'est pas d'origine omienne, mais bon, il est usité, en tout cas, il est dans le dictionnaire de Rapana Walker. Mwanga, Dieu. On voit la racine Anga, Nga, Anga, on voit Anka, Anga, Ankh. On va dire Elonga. La racine, c'est Onga, premier. Premier, le premier principe.
Ça, c'est un attribut de Dieu aussi, la primauté et l'unité. Ça sont les attributs de Dieu. On va dire inanga, on retrouve encore anga, nga, dignité, grade, puissance. Un autre attribut de Dieu. On va dire ivanga, la loi. C'est lui qui, c'est le chef. C'est un autre attribut là de Dieu. Ivanga. D'ailleurs, Osiris est dit Neb dans le vocabulaire égyptologique. Il est dit Neb Maat, c'est-à-dire seigneur de la Maat. La Maat, c'est la loi égyptienne, la justice, voilà. Donc on retrouve, c'est encore une épithète d'Osiris, Anga, Anga, Ivanga, la loi, commandement. On va dire Ngo, mère, c'est encore là, c'est la Nge. Parce que Dieu est androgyne en fait. Hein. On met en avant le principe masculin parce que c'est le principe premier. Mais Dieu est androgyne, en fait. On va dire Ngu, au complet, juste. Ça, c'est la première acception de Ngu. Dieu, il est complet. Il est la finitude, parce que le monde est un, fini. On ne peut rien enlever, rien à ajouter. Juste. Ça aussi, juste, c'est le principe de la justice. Et ça, cette acception, je trouve ça génial parce qu'elle va appuyer ce que j'ai dit par rapport aux interstices, aux intervalles. La vie est une succession d'intervalles. Donc, en rapport avec la racine Ngu. Donc, interstice, Ngu a le sens de rapprocher, peu éloigné, contigu. On peut dire par exemple, Inago Sinkaino Sirengungungu. Les cases du village sont très rapprochées ou se touchent. C'est cette notion-là qu'on voit avec le signe AA1. C'est ça la vie. On transitionne constamment. Et c'est ça qu'illustre ce signe AA1 là. Les interstices, les intervalles, les durées, les transitions d'un état à un autre. Parce que le désir de vivre enveloppe la passion de vie qui elle-même enveloppe la somme de toutes les passions pendant la durée de cette grande passion. Donc il y a une grande passion qu'est la vie qui va contenir toute la somme de toutes les passions que nous expérimentons au cours d'une vie. On passe au... Ah oui, ça, je voulais souligner ça. Osiris l'Ancien. Parce que on a vu qu'il avait l'épithète de premier. Et Bernard Mathieu, dans son livre Osiris sous la politique, sous le linceul, il nous dit ceci. C'est pour illustrer le rapport avec la notion d'ancienneté. Ainsi, cette déclaration dit ritualiste au défunt. L'Énéade a placé ton adversaire sous toi, lui qui avait dit « Il est plus ancien que moi en ton nom d'Osiris ». Première paronomase connue sous le nom d'Osiris nous prouve seulement que plus ancien que moi et aussi donc Osiris était quasiment homophone. La paronomase, c'est une figure rhétorique qui consiste à rapprocher des mots de sonorité voisine, c'est-à-dire des paronymes, dans une phrase. Donc ce sont des quasi-homophones, homonymes. Un paronyme se dit de mots presque homonymes. Donc c'est des jeux de mots. Donc en fait, il nous dit que ancien est quasiment homophone de nom d'Osiris. Et donc, pour le cas d'espèce, la racine anga, épithète d'Osiris, renvoie à Elonga premier, c'est l'ancien. Et Lungu,
On dit elungu, ancien, vieux, en omiane. On reçoit encore la racine ngu, anga, ungu. Premier et longa, la racine onga. On va dire aussi alongue ou alungue, servant à former un passé éloigné au sens de commencer par faire d'abord. Donc le principe premier. Et on va dire aussi inyanga nyanga, joint. C'est-à-dire que tout est lié dans, dans la vie ankle, le concept de vie anga. Tout est lié, tout est joint. Parce que principe de causalité, parce que principe d'unité. Je renvoie à ma vidéo sur l'œil dit Ujat. C'est parce que le monde est un qu'il jouit d'un principe de causalité. Et c'est ça qui fait que tout est uni, tout est lié, tout est rationnel. Le principe de causalité est une forme du principe de rationalité. Et nyanga nyanga, joint. Tout est uni. La séparation est illusoire. On est tous attachés dans ce bas monde-là. Étant entendu qu'en plus, l'altérité est le principe de ce monde. L'autre. Deuxième homographe. Là, c'est encore la translittération ankh. Le T ne se prononce pas. Qui a le sens de céréales, grain. On va dire en omiane au manga, noyau, amande. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à Manga, le lamentin. Parce que chez les Dogons, le lamentin est un avatar du Nomo. On retrouve donc le Nomo Osiris, qui est Osiris chez les Dogons. Et son avatar, le lamentin, s'appelle Manga chez les Omiennes. On retrouve encore la racine Ankh, épithète d'Osiris, sous la forme du lamentin. On retrouve la racine Anga. Et au manga, veut dire noyau, amande. Et là, on voit que ça a le sens des céréales. Voici la graphie là. On va dire ibanga, noix de cola blanche. On va dire ananga, amande de palmiste. On est encore dans le registre des céréales et des grains. On va dire uwongo, graines, semences. La graine, la semence, c'est le principe d'unité. La graine, c'est le principe d'unité. Principe d'unité qui fait que tout est lié. C'est pour ça que le même mot uwongo veut aussi dire pagne, tissu de raffia, tissu en fibre de raffia. Parce qu'une graine, c'est un principe d'unité. Et le principe d'unité fait que tout est lié. Et le monde est un. Donc nous sommes tous attachés, bien qu'ayant l'illusion d'être séparés par le truchement de la lumière. Homographe 3. Là, la translittération ankh a le signe de miroir. De miroir. Donc là, il y a 3 versions de la graphie qui a le sens de miroir. Et en omienne, on va dire ngu, au complet, juste. On va dire aussi wanga. Et Raponda Walker, dans le dictionnaire, nous dit que dans son sens propre, il signifie même. Mais ça, c'est le principe du miroir. Et c'est le principe de la justice qui nous renvoie à Ivanga, loi, commandement. La justice, c'est le principe du miroir, de l'équilibre, de l'égalité, ce qui est juste, ngu. C'est toujours la même racine, nga, de anga, le ALS, il l'ajoute, hein, c'est une convention. C'est une convention.
c'est ng ou que. Et c'est les racines qui se dégagent là, homographe 3. Et Osiris, c'est Neb Maat, c'est le seigneur de la Maat. La Maat, c'est la justice. La Maat, c'est le principe du miroir. C'est le principe des jumeaux. Le miroir, ce sont des jumeaux. Et c'est le principe d'égalité. Et même des mathématiques. Le principe des mathématiques, c'est l'égalité. Faire des maths, c'est chercher des égalités. C'est chercher des jumeaux. C'est le principe du miroir. C'est pour ça que les jumeaux ont cette acception toute particulière en Afrique. Parce qu'ils sont l'expression de la loi, de l'égalité. Homographe 4. Là, la translittération ankh renvoie à une chèvre. Mais il faut observer le déterminatif, personne ne voit une chèvre là. Mais ce qu'on voit, c'est une queue. Et nous avons elanga, encore la racine nga, anga, queue de buffle ou d'éléphant, dans la même langue. Elanga, qui ressemble à elonga, qu'on a vu juste avant. C'est les mêmes mots qui reviennent à chaque fois. Hein. Quatrième homographe. Cinquième homographe. T'en citer encore ankh, qui a le sens de pays. Et il faut encore observer le signe de déterminatif. Et on nous vient invader au longa, dépression de terrain, bas-fond, vallée, ravin. C'est ce signe-là. Et c'est la même racine, encore une fois, on ne triche pas. C'est nk, ung. Le hasard peut tomber 5 fois, je ne suis pas sûr. Hein. Et soulignons aussi que Osiris, c'est le seigneur du monde des ténèbres. Parce qu'Osiris, il est mort. D'accord? Et à sa mort, il devient le maître du monde de l'au-delà. Et on nous va dire, et longa, séjour d'outre-tombe la mort. Encore la racine onga, nga. Épithète d'Osiris, je le répète. Épithète de Dieu, nga. Et longa, séjour d'outre-tombe. Et Osiris, c'est le seigneur du monde des ténèbres. Homographe 6, translittéré ankh. Une sorte de collier, traduit comme une sorte de collier. Bon, ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Les deux signes du milieu, là, ce sont les signes M17 qui décrivent des roseaux. Mais ça peut se... Ils ont une variante graphique qui est le signe Z4, il me semble, si ma mémoire est bonne. Mais ça a le sens de dualité. Ça, c'est l'ancêtre du signe égal. C'est l'ancêtre du signe égal, ça. Et ça, c'est pas moi, ça, c'est pas moi qui l'invente, ça, le sens de dualité. Mais la dualité suppose l'égalité. Ils nous le disent, c'est déjà dit. Je ne sais pas pourquoi on complique les choses comme ça. C'est déjà dit. Dualité, c'est égalité. Quand il n'y a pas égalité, il n'y a pas dualité. Ce sont c'est induit, les deux, c'est attaché. Voilà, pour le cas d'espèce, c'est attaché. Dualité, il n'y a pas de dualité s'il n'y a pas d'égalité. Donc, on pourrait lire ça comme la vie égale. Ça, c'est ça décrit le jour, la lumière, le monde lumineux. Et en omienais, et il nous traduit ça comme une sorte de collier. Olonga, on dit olonga. Bracelet, manie, anse mobile. Bon, un bracelet, c'est une sorte de collier. Et un collier est une sorte de bracelet. Manie, anse mobile, la croix ancée. Ah, c'est fort ça quand même. On va dire mpanga, encore la même racine qui revient, nga, mpanga.
chaînette, chaîne, et une sorte de collier. Homographe 6, hein. Sachant en plus que ce signe X1 décrit le jour et donc en rapport avec Ibanga, le matin. Encore la racine nga. Homographe 7, translittéré encore Ankh, qui a le sens de personne, être vivant. On va dire Anaga. C'est encore, là, c'est le A s'est mis, on a un A qui s'est placé entre le N et le G. Anaga, les hommes, les gens, mais on a aussi Inongo, nation, peuplade, race, tribu, et qui concorde avec ce symbole. Mais il suffit de rajouter le trait du pluriel. La graphie existe, mais je garde celle-ci parce que c'est le même mot de façon. Donc on dit Inongo, nation, peuplade, c'est-à-dire les hommes, les gens, race, tribu. Homographe 7. Homographe 8. Là, ça a le sens de captif. Captif, mais captif, c'est souvent les personnages attachés comme ça renvoie souvent à des étrangers. D'accord? C'est pour ça que je retiens Anongo, les nations barbares, les étrangers en fait. Le barbare, c'est celui qui parle pas votre langue. D'ailleurs, sur ce sujet-là, j'ai peut-être une vidéo à venir. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais l'illustrer quand même parce que en passant par le fameux scarabée Képer, qui est l'illustration du devenir, de la naissance. C'est la forme que prend le dieu atome quand il émerge du Noun. D'accord? Donc le scarabée Képer est la forme que prend le démiurge quand il émerge. Donc quand la lumière arrive en fait. Donc la naissance du monde. D'accord? Et on voit que cette naissance est homophone du thème d'étranger, ennemi, barbare. On voit le personnage attaché là aussi. Comme je l'ai dit avant, la vie repose sur le concept d'altérité, sur le concept de l'étranger. C'est ça le concept de la vie, le concept d'étranger, le concept d'altérité. Mais altérité, ça c'est des mots, parce qu'on parle français, l'Africain il parle avec des mots simples. L'altérité c'est l'autre, c'est l'étranger. Donc on voit bien là avec le Képer, avec le scarabée Képer qui représente l'enfant, on va dire, puisqu'on est dans la naissance, que la vie est homophone et analogue au principe d'altérité, au principe d'étranger. Et on voit bien même cette analogie avec l'enfant. Un enfant qui vient, c'est un étranger. Vous ne savez pas comment il s'appelle, vous lui donnez un nom. Il ne parle pas votre langue, vous allez lui apprendre. Et puis, au départ, les enfants, c'est des sauvages parce qu'ils ne connaissent pas les règles, ils les transgressent. Donc, c'est comme des étrangers que vous prenez par la main. Pour dire que non, là, on ne fait pas ça. Là, on dit comme ça. Un étranger qui arrive dans un pays inconnu, il est comme un enfant. C'est logique. C'est analogique même, j'ai envie de dire. Voilà pourquoi vous avez cette notion-là. La vie, on a en Omiene Anongo, nation barbare, voire étranger, mais Inongo, c'est le peuple. Anongo, Inongo, c'est deux choses qui portent le même nom, sont la même chose, et l'une peut remplacer l'autre. Et on voit même d'ailleurs le concept de l'exogamie.
derrière. On ne fait pas d'enfants entre nous. Il faut bien aller chercher femme et époux à l'extérieur. Donc la vie repose bien sur le concept d'étranger. C'est pour ça que cette croix-là, on peut la solutionner par un ongo. C'est la racine onga, ongo, l'étranger, nation barbare. Je vais en rester là pour les homographes. Je vais passer maintenant à quelques iconographies. Ça, c'est très fréquent dans les iconographies égyptiennes. Euh, Si vous visitez même les musées où il y a dans les parties Égypte, vous allez voir des statues. Elles ont très souvent, vous allez voir ça. Ils tiennent la croix Ankh à la main. Mais faut savoir que les Égyptiens, c'était les maîtres du symbolisme. Il n'y a pas de hasard. C'est pas des jeux d'images, c'est des jeux de mots. Et en omien, on va dire bonga ou wanga, prendre, saisir. C'est ce que vous voyez là. Prendre, saisir, bonga, wanga. Il vous donne le sens. C'est pas fait pour faire seulement joli. Il vous donne le sens du signe. Il vous montre l'analogie. Ça, c'est aussi une façon de dire que tout est lié, tout est tenu. Chez les Dogons, ils disent que Amma, le Dieu suprême, vient du verbe Amma, qui veut dire tenir serré, maintenir ensemble. Tout est lié. Et Amma, son rôle, c'est de continuer à tenir le monde pour qu'il tienne. Bonga, wonga, prendre, saisir. C'est ce qu'on voit là. On a aussi ce type d'images-là qui sont très fréquentes, où la croix Ankh est portée aux narines, au nez. On va dire inango, odeur. Inango, odeur. Encore la racine nge, la racine nge, Ankh, inango, odeur. On a cette image-là aussi qui est un peu plus rare. Là, c'est le dieu Osiris. On voit sa graphie là. Cette variante, je ne la connais pas par contre. Le signe au milieu là. Bon, on a l'œil et puis le personnage assis, ça c'est Osiris. Hein. Il n'y a pas à trop chercher. Donc on voit Osiris avec le phallus dressé. Au-dessus, on porte quoi? La croix Ankh. Et on vient à dire mango. Membre viril. Encore la racine nga, ngo, ango là. J'espère que chacun aura été édifié. J'espère que le point interstice, intervalle, durée aura été saisi. Et je vous remercie.